2 semaines après avoir aidé à porter le cercueil de son meilleur ami, l'homme a reçu un message vocal. Il a appuyé sur lecture sans trop y prêter attention, et de l'autre côté, il a entendu la voix de ce type. La voix semblait appartenir à quelqu'un qui était presque en train de demander pardon avant même d'expliquer pourquoi. L'homme, dans l'enregistrement, se disait qu'il se sentait engourdi, que Dieu l'avait écrasé, que finalement, Dieu avait réussi à attirer son attention. Il suppliait pour organiser une rencontre en face à face, parce qu'il avait besoin de demander pardon. L'ami de ce gars qui avait reçu le message était mort, tué par balle, il n'y a pas longtemps. Alors, c'est à ça qu'il a tout de suite pensé à ce moment-là. Après tout, quelle autre raison ce type aurait-il d'appeler comme ça, d'envoyer un message, plutôt, de nulle part, 2 semaines après la mort de cet autre ami à lui, en implorant son pardon? L'affaire n'avait rien à voir avec lui? C'est du moins ce que disait la police parce que l'enquête était convaincue qu'il s'agissait d'un vol. Un voleur quelconque est entré, a tiré, puis a lâchement disparu. Je suis Marcos Campos, et voici l'histoire d'un homme qui a été exécuté dans un entrepôt vide où il travaillait, un endroit où il n'allait que de temps en temps. Une affaire que la police a failli classer, mais qui est ensuite devenue l'une des condamnations les plus commentées de cet endroit. Alors aujourd'hui, nous allons enquêter ensemble sur tous ces détails. Ce message étrange, la raison pour laquelle la police a pensé qu'il s'agissait vraiment d'un vol opportuniste, suivi d'un homicide lors d'un vol, n'est-ce pas? Et tous les autres détails de cet enchevêtrement, de cette chaîne criminelle. On est d'accord? Passons aux faits. Tout s'est passé le 17 août 2014. L'homme qui est mort s'appelait Robert Liman, mais tout le monde le connaissait sous le nom de Robbie. Il avait 38 ans, il était père de 2 jeunes enfants, et il travaillait pour l'une des plus grandes compagnies ferroviaires du pays. Ce jour-là, il avait été affecté à travailler dans une gare de triage qui se trouvait très loin, à des heures de route de chez lui, dans un coin très isolé là-bas où il n'avait presque jamais mis les pieds. C'était un de ces endroits un peu déserts, tu vois, sans aucune activité. Là-bas, l'employé qui est affecté à ce poste, pendant son service, passe pratiquement toute la journée sans croiser âme qui vive. Et c'est exactement ce qui se passait ce jour-là. Robbie était là, tout seul, à l'intérieur de cet entrepôt. À un moment donné, pendant ce service, quelqu'un est entré dans l'entrepôt. Et cette personne a tiré 2 coups de feu. Ils ont touché Robbie à la poitrine, du côté droit. Et ensuite, ce meurtrier a tout retourné sur la scène. Il a tout éparpillé. On voyait clairement qu'il voulait faire croire que c'était un vol, tu vois. Et pour finir, il a tiré une dernière balle dans le visage de Robbie, pour être sûr qu'il ne survivrait pas. Et ensuite, il est simplement parti. Un assassin vraiment sans pitié, non? Donc, c'est un collègue de travail qui est arrivé là-bas et qui a trouvé le corps de Robbie par terre. Pris de panique, ce collègue a appelé les urgences. On sentait même le désespoir dans sa voix. Il disait « Mon Dieu !» en répétant que son ami gisait là, saignant de la tête. C'est là que débute le problème qui allait occuper les enquêteurs durant les mois suivants. Je ne sais pas s'ils auraient été troublés sans quelques hasards de la vie. Mais regardez bien, parce que la première question dans n'importe quelle affaire comme celle-ci, c'est la plus simple du monde, non? Qui voudrait la mort de Robbie? Sauf que dans le cas de Robbie, la réponse était personne. Les enquêteurs ont parlé avec ses collègues de travail. Et la description était toujours la même. Robbie n'avait pas d'ennemis, il ne devait d'argent à personne. Il ne traînait même pas avec des gens louches, tu vois. C'était tout le contraire. C'était le gars qui figurait toujours en haut de la liste, par exemple, quand les voisins organisaient un barbecue. C'était la personne qui arrêtait ce qu'il faisait pour aider un collègue. Il n'avait pas d'ennemis, pas de dettes, et encore moins de problèmes en suspens qui auraient pu indiquer une raison apparente. Alors, l'explication qui restait était la plus commode, n'est-ce pas? Celle qui collait à cet environnement. Le vol suivi de meurtre, la scène avait tout pour ça, elle avait été montée pour raconter cette histoire, et elle collait parfaitement parce que c'était la seule qui n'exigeait pas que quelqu'un déteste Robbie. Étrange crime d'opportunité, pure malchance pour le pauvre Robbie, n'est-ce pas? Mais regarde bien comment l'assassin a posé ses cartes sur la table, tu vois? Il n'a pas seulement tué l'homme, il a monté de toutes pièces un récit pour que la police puisse poursuivre quelqu'un d'autre à sa place. Et pendant un temps, l'appât a fonctionné. Et pour essayer de combler ce vide, disons, les enquêteurs sont allés chercher les caméras de la région, de n'importe quel coin près du dépôt. Sur une vidéo, un homme inconnu passe là en marchant dans la zone, en boitant un peu avec une façon étrange de marcher. Les détectives ont aussi cherché à identifier chaque conducteur qui était passé par là ce jour-là.
Et ils ont réussi à identifier ces conducteurs grâce aux fichiers d'immatriculation. Et ils ont nommé pratiquement tous ceux qu'ils ont vus. Presque tous. Parce qu'il restait une exception, le type qui était sur une moto. Celui-là, ils n'ont pas réussi à l'identifier du tout. C'était pratiquement un motard fantôme qui était passé là à peu près à l'heure exacte où le vol suivi de meurtre a eu lieu. Un gars sans nom, sans visage même. Et c'est là que l'enquête a un peu piétiné. Il y avait un homme là, étrange, qui boitait, qui est apparu sur une caméra, puis un motard dont il n'arrivait pas à savoir qui c'était, une victime sans ennemi et une scène qui ressemblait à un braquage. Ça semblait vraiment être une situation bloquée. Mais pour ceux qui s'y connaissent autant en enquête, il y a une piste à suivre qu'ils n'ont pas encore explorée. Quelqu'un se risque à une hypothèse? Eh bien, connaître la vie personnelle de Rob, ce qu'il faisait chez lui, c'est la clé de tout dans ce genre de circonstances. Parfois, c'est là, non? Rob était marié à une femme appelée Sabrina. Tous les deux vivaient dans une communauté planifiée là-haut dans le désert de Californie, un endroit très bien construit, autour d'un lac artificiel, vendu dans des brochures d'agents immobiliers, tu vois? Comme le petit coin parfait pour vivre, élever des enfants, loin du chaos de la grande ville, des petites maisons alignées, barbecue dans le jardin, les enfants qui jouent dehors jusqu'à tard. Et dans ce décor de publicité, Rob et Sabrina étaient le couple que les autres prenaient comme référence. Ils avaient même un nom pour le groupe qu'ils avaient créé là-bas. Il s'appelait La Meute. Les amis juraient qu'ils ne se disputaient jamais, qu'ils étaient toujours collés l'un à l'autre et qu'ils étaient l'exemple d'une relation qui fonctionnait, tu vois, et tout le monde le voyait. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Ce portrait de magazine cachait, en réalité, un mécanisme que les voisins ne connaissaient pas. À l'époque, en 2008, le couple avait pris une décision particulière, et je dirais assez singulière, ouvrir leur mariage. C'est ça, ils ont alors commencé à sortir avec d'autres couples, à faire des voyages réservés aux adultes, à boire beaucoup lors des fêtes, parfois même en recevant d'autres couples chez eux. Pour eux, à ce moment-là, c'était juste une question de pimenter un peu la vie à deux, tu sais, la routine, qui était déjà devenue un peu monotone, tu vois. Je pense que tout le monde comprend, non? Mais avec le temps, d'après ce que la sœur de Sabrina allait dire plus tard, elle a fini par se lasser de cette vie-là. Elle s'est lassée de cette beuverie sans fin et elle a commencé à vouloir prendre une autre direction dans sa vie. Elle a voulu retourner à l'église qu'elle fréquentait, enfin troquer ses fêtes contre la messe du dimanche. Cependant, Rob n'en voulait pas encore. Il était à l'aise et ne voulait pas changer de vie. Le style de vie, n'est-ce pas? Et sa sœur a aussi raconté qu'à cette période, Sabrina buvait tellement tout le temps qu'elle vivait un peu anesthésiée, tu vois, absente de sa propre vie. C'était une femme qui essayait de sortir d'une situation qui devenait clairement compliquée et qui n'arrivait pas à entraîner son mari avec elle, n'est-ce pas? À ce point de l'histoire, et si on participait à l'enquête officielle, je dirais qu'il faudrait le noter. Quelques éléments, n'est-ce pas, en partant du principe qu'on aurait cette information-là, hein? Ce n'est pas dit, mais peut-être que sa sœur le savait dès le début. Enfin, supposons que la sœur le savait et qu'on a réussi à l'interviewer et à obtenir cette information d'une épouse dévastée. Déjà lassée de ce style de vie, elle voulait, je ne sais pas, changer de direction, n'est-ce pas, et emmener son mari avec elle. Mais le mari était réticent. Il ne voulait pas. Il voulait rester comme il était. Ça lui convenait, non? J'envisagerais aussi l'idée que peut-être le mariage n'avait plus autant de sens pour Sabrina. Pourquoi? Quand Rob était mort, c'est exactement cette femme, totalement fragile, religieuse, perdue, que toute la communauté s'est précipitée pour soutenir. Ce que ça laisse entendre, c'est que personne ne savait comment ils menaient leur vie là-bas, n'est-ce pas? Entre quatre murs, etc. Je dis ça parce qu'elle semblait si fragile, tout le monde l'a entourée, tu vois? Les amis, enfin, se relayaient pour apporter de la nourriture chez elle. Chaque jour après le décès de Rob, ils faisaient une collecte pour aider la famille. Ils s'occupaient des enfants. Et personne, sain d'esprit, ne regardait cette veuve-là, complètement brisée, détruite, et ne pensait à autre chose qu'à protéger cette femme en deuil. Mais attends, il est trop tôt pour prendre des décisions hâtives, parce que je sais exactement à quoi tu penses en ce moment. C'est au milieu de ce deuil-là que le téléphone de Jason, l'ami de Rob, a sonné. Tu te souviens de l'homme qui a ouvert l'épisode? Après 2 semaines à porter le cercueil de Rob, il a reçu un message étrange. Voilà. Cet ami de Rob, Jason, était pompier, et quand il s'est arrêté pour réfléchir, tu vois,
qui lui avait laissé ce message? Pourquoi diable? Quelqu'un demanderait pardon de cette façon pour une mort que, jusque-là, tout le monde pensait vraiment être un vol avec homicide. Et là, quand il a commencé à faire le lien, à relier les points, il s'est souvenu d'un de ses amis. Parce que jusqu'à ce moment-là, dans ce message-là, le gars ne s'était pas identifié. Et là, il s'est souvenu d'un jeune homme qui avait déjà fait partie de son cercle d'amis de la profession. D'ailleurs, parce que c'était aussi un jeune pompier qui s'était entraîné avec lui. Enfin, il avait déjà côtoyé ce gars à un moment de sa vie, et c'est ce type qui lui est venu à l'esprit. Je suis sûr que tu dois te demander, mais pourquoi Jason, cet ami pompier de Rob, là, il s'est souvenu de cet autre jeune pompier aussi, n'est-ce pas? C'est que environ un an avant la mort de Rob, ce même gars avait avoué quelque chose. Devine quoi? Il avait une liaison avec Sabrina, la femme du pauvre Rob, et cette histoire n'est pas restée secrète seulement entre les deux amants. Non, tu vois. À un moment donné, le gars lui-même est allé voir Rob et lui a tout avoué en face. Donc il est probable que Rob en ait parlé à Jason. Le mariage, il a vacillé. Sabrina a promis de tout arrêter. Mais bon, attends un peu, j'y arrive. Je vais d'abord te dire comment leur histoire a commencé, d'accord? La petite pompier là, c'est Sabrina. Un peu avant que tout ça n'arrive, Sabrina avait trouvé un boulot à mi-temps dans un grand magasin de gros, tu sais, à ces supermarchés énormes où on achète en grande quantité. Voilà. Et elle passait tout son service là-bas, à offrir des échantillons de produits aux clients qui circulaient, qui passaient dans les rayons, n'est-ce pas? Un jour comme les autres, complètement par hasard, un client est passé et a commencé à lui parler. Devine? Un pompier beaucoup plus jeune qu'elle qui lui a demandé son numéro sur le champ et, selon lui, il n'a réalisé qu'elle était mariée que bien plus tard, d'accord? Et ce qui les a rapprochés en disant ce n'était ni le sexe, ni une aventure. C'était la religion. Tous les deux se disaient chrétiens, dévots. Ils passaient leur temps à parler de Dieu, de foi, de leur raison d'être. Et pour une femme qui, comme on s'en souvient, essayait de quitter cette vie-là, tu sais, de sortir avec plusieurs personnes, etc., même si elle était mariée, tout ça lui allait comme un gant. Un jeune homme religieux, plein de bonnes intentions, semblait exactement ce qu'elle cherchait, n'est-ce pas? Une porte de sortie à ce mariage. Alors je dis, il suffisait de mettre fin au mariage et d'être heureux, non? Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ils sont restés mariés, et voilà. Et juste après que ce pompier ait raconté à Rob ce qui s'était passé, Rob a été retrouvé mort. Quelques semaines plus tard, ce même gars appelle Jason en le suppliant de lui pardonner. Jason, l'ami de Rob, quand il a reçu l'appel, a commencé à faire le lien. Et là, il a dit « Je vais donner cet enregistrement au détective. » Ils tournent en rond, non? Il parle d'un vol avec homicide sans examiner la vie privée. Il a transmis l'enregistrement. Et c'est là l'un des maillons les plus importants de cette chaîne, parce qu'à partir de cet indice, les enquêteurs ont regardé ce jeune homme-là de plus près, pour la première fois, et voilà ce qu'ils ont trouvé. Tout cela commencera à s'emboîter. Mais franchement, j'étais vraiment comme ça, tu vois. Il a fallu que l'ami reçoive un appel par hasard, du gars complètement plein de remords là. On aurait dit qu'il était vraiment religieux, qu'il s'était repenti et tout, et la police ne regarde même pas les antécédents pour voir s'il y a quelque chose, tu vois. Après tout, le gars est mort là-bas, dans l'entrepôt où il travaillait. Comme ça, sorti de nulle part, sans antécédents de vol là-bas. C'est bizarre, non? Ils auraient dû regarder de plus près. Mais bon, quand l'enquête s'est penchée sur le gars, ils ont découvert qu'il avait une arme de gros calibre similaire à celle qui a tué Rob. Il conduisait aussi une moto et portait une tenue semblable à celle du célèbre motard fantôme vu sur les caméras, tu te souviens? Alors, on avait le motard, l'arme, on avait l'impression que tout se mettait vraiment en place, non? Et il y avait encore plus. La famille et les amis de Sabrina ont commencé à remarquer un comportement étrange. Dans les semaines qui ont suivi l'enterrement de Rob, ce jeune homme-là avait commencé à apparaître de plus en plus souvent chez la veuve. Il lui apportait des fleurs, cuisinait pour elle, toujours un petit dîner pour la veuve et les enfants, d'accord? Il était toujours là, dans la maison, toujours à rôder, présent. Pour les détectives, l'interprétation devenait enfin évidente et même troublante, n'est-ce pas? L'amant qui avait avoué sa passion, qui n'avait jamais renoncé à Sabrina, et qui maintenant, avec le mari mort, n'avait plus personne sur son chemin, et il commençait à rôder autour de sa maison, apportant des fleurs. C'était soudainement le portrait classique de l'amant obsédé qui a perdu la tête pour pouvoir être avec la femme qu'il aimait. Les détectives ont consulté les relevés téléphoniques des deux, et ce n'était pas rien. Il y avait des milliers d'appels et de messages entre Sabrina et ce jeune homme. Ce n'était pas le genre d'échange de quelqu'un qui avait mis fin à une liaison,
comme Sabrina l'avait promis à son mari, tu vois. C'était celui de quelqu'un vraiment amoureux. Alors, ils ont décidé de mettre les téléphones sur écoute. Et c'est dans ces écoutes que cette histoire devient encore plus compliquée. Parce que les enquêteurs espéraient attraper les deux amants, tu vois, la main dans le sac. Ensuite, il leur faudrait prouver le lien de causalité dans toute cette histoire. Mais ils ont surpris deux amants qui parlèrent de Dieu tout le temps et bien plus encore. Sauf que le sujet religieux, d'une certaine manière, ressemblait à une confession. Dans un de ses appels, il disait qu'il l'aimait trop, il l'appelait ma chérie. Dans d'autres, ils priaient tous les deux, tu vois. Ils s'appelaient des pécheurs, des gens impurs. Ils reconnaissaient leur égoïsme et demandaient pardon. Il n'y avait aucune phrase là qui disait clairement on a tué Rob, mais n'est-ce pas? Mais ça le laissait entendre. Il y a même un appel où il a dit ceci: Salut Dieu. Et il a continué en disant qu'il était à genoux pour une raison. Et il y a eu un moment qui résume tout ça, d'accord? Les deux ont comparé leur propre histoire d'amour à un passage de la Bible. L'histoire du roi David et de Bethsabée. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'histoire d'un roi qui tombe amoureux de la femme mariée d'un autre homme et qui trouve un moyen d'envoyer son mari à une mort certaine pour pouvoir rester avec elle. Tous les deux se voyaient dans cette histoire-là. Bizarre, non? Sauf que, aussi insolite que cela puisse paraître d'entendre ça, il y avait un problème technique là-dedans. Rien dans les enregistrements, comme je l'ai dit, ne prouvait un plan d'assassinat. Ils parlèrent de péché, de culpabilité, d'avenir ensemble, mais pas du crime en lui-même. C'est pour ça que j'ai dit, dans ces appels, c'était presque un aveu. Les enquêteurs avaient un portrait moral accablant et pratiquement aucune preuve concrète. Encore une fois donc, le même mur. Trop de soupçons et pas assez de preuves. Alors, l'enquêteur en charge a décidé de tendre un piège. Il est allé voir Sabrina et lui a raconté un mensonge. Il lui a dit, avec tout le calme du monde, que l'enquête était dans une impasse, qu'il n'y avait plus de pistes à suivre. Sa logique était simple. Un innocent ne modifie pas sa routine en entendant cela. Il poursuit simplement ses activités. Peut-être qu'un coupable ira prévenir son complice, non? Les gars se sont calmés et tout ça. Et c'est dans ce qui s'est passé. Peu après, Sabrina a appelé le gars. Ce n'était pas par téléphone classique, elle a utilisé un téléphone jetable. Ce qui donne une preuve supplémentaire et circonstancielle qu'elle ne voulait pas laisser de traces, n'est-ce pas? Elle a appelé le type et a dit, soulagée, que tout allait bien, qu'il n'y avait aucune question qu'ils avaient posée là-bas qui soit plus compromettante. Tout va bien. Alors je vous pose la question. Une veuve qui vient de perdre son mari, au final tout ça se passe là, 15, 20 jours après la mort du type, va-t-elle appeler son amant comme ça et dire que l'enquête ne mène nulle part? Dieu merci. C'est bizarre, non? Eh bien, même si c'est bizarre, c'est circonstanciel, je dois le dire. Mais malgré cela, 3 mois après le crime, le 18 novembre 2014, les enquêteurs ont estimé qu'ils avaient été suffisamment de preuves et ont arrêté les deux. Et c'est ici que le nom du jeune homme est enfin apparu dans le dossier. Jonathan Hearn. Quand ils sont entrés chez lui, c'était presque un inventaire de preuves. Une moto, un casque, un bandana rouge, un sac à dos, tout correspondait à la description de l'homme mystérieux filmé près de la scène du crime. Il y avait même un sac plein de reçus conservés. Ça semblait enfin être la fin. L'amant obsédé arrêté, les preuves chez lui, l'affaire classée. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que, en ce qui concerne Sabrina, le procureur a examiné les éléments et a conclu que ce n'était pas suffisant. Tout ce qui la reliait directement au crime était circonstanciel. Les prières, les téléphones, les lettres, des milliers de messages. Rien de tout cela ne prouvait qu'elle avait planifié de tuer son propre mari, alors qu'elle a été libérée. Et là, elle a pris ses 2 enfants et elle est partie, elle a déménagé, très loin de là où elle habitait, pour recommencer sa vie, n'est-ce pas? Loin de la communauté. Parce que maintenant, les gens la regardaient un peu de travers, tu vois, en chuchotant. Pour les amis de Rob, c'était à devenir fou. Tout le monde était au courant et tout semblait retomber sur ce gars. La veuve, elle, avait sûrement un lien avec ça. Et elle comptait poursuivre sa vie comme si de rien n'était. Et ainsi, le temps a passé. 1 an, presque 2. Et plus le temps passait, plus l'histoire semblait bouclée comme tout le monde l'avait déjà comprise. L'amant dérangé a tué seul pour la garder pour lui. Sauf que cette histoire, telle que tout le monde y croyait, était complètement fausse. Et la personne qui allait le prouver était la dernière à laquelle on s'attendait. Au début de 2017, juste avant que le procès ne commence, Hearn, le tireur, l'amant emprisonné, a pris une décision qui a tout changé, disons. Il a choisi d'avouer.
Il a conclu un accord avec le parquet et plaidé coupable d'homicide involontaire au lieu de volontaire, n'est-ce pas? En échange, il allait tout raconter, témoigner contre Sabrina. En collaborant, il écoperait d'une peine bien plus légère que s'il était jugé comme un meurtrier de sang-froid. Et avec cet accord en main, l'histoire que tout le monde pensait connaître s'est effondrée, comme je l'ai dit. Plus de 2 ans après la mort de Ross, Sabrina, libérée lors de sa première détention faute de preuves, a de nouveau été arrêtée avec une caution fixée à 3 millions de dollars. Elle a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Et le procès en 2017, a révélé ce qui s'était réellement passé dans cet entrepôt. Parce que lorsque l'amant est monté à la barre pour témoigner, il n'a pas décrit le crime d'un homme agissant seul par obsession. Il a décrit un plan froid élaboré à deux, et c'est maintenant que la veuve fragile, la femme que toute la communauté avait soutenue au début, est apparue sous un jour complètement différent. Selon l'amant, Sabrina n'a pas été une simple figurante. C'est elle qui a fourni les 2 éléments qui ont rendu l'assassinat possible. D'abord, le plan de la cour de triage ferroviaire, pour qu'il sache exactement par où entrer et comment se déplacer à l'intérieur. Ensuite, les horaires de travail de Rob. Quel jour il serait affecté à ce coin isolé, n'est-ce pas? Là où il serait seul, vulnérable. Bien sûr que ce n'était pas un hasard, n'est-ce pas? Et celui qui savait ça, qui avait cette information sous la main, c'était la femme du gars. Et ce n'est pas tout. L'amant a même raconté qu'il y avait eu une première tentative avant celle-ci, qui n'a même pas été mise à exécution, mais l'idée était d'empoisonner le flanc que Rob aimait beaucoup. Pour une raison quelconque, ce plan-là n'a pas abouti. Alors, ils sont passés au plan avec l'arme. Il a décrit le jour du crime avec froideur, d'accord? Il a dit qu'il a mis un masque, qu'il est monté sur la moto et qu'il est allé jusqu'au travail de Rob. Il s'est arrêté juste devant la porte du bureau, tu vois, de l'entrepôt là, et il a prié. L'homme s'est arrêté pour prier avant d'entrer et de tuer le mari de sa maîtresse. Ensuite, il a tiré la première balle, il a vu Rob tomber là, puis il a monté toute cette mise en scène de vol. Et avant de partir, il est allé et lui a tiré au visage pour être sûr qu'il n'y aurait pas de témoin. Et la raison de tout ça, pourquoi une femme ordonnerait-elle de tuer son mari au lieu de simplement divorcer, une fois qu'elle a rencontré le pompier lors de cette rencontre au supermarché alors qu'elle travaillait? Mince, elle voulait mettre fin à son mariage. Elle a rencontré le gars, elle s'est dit « mon prince charmant ». Ce n'était pas plus simple de partir, mince. Eh bien, selon Hearn, la réponse se trouvait justement dans cette église où elle était retournée. Sabrina ne pensait pas que le divorce était bien vu dans sa communauté religieuse. C'est complètement fou, non? Voilà, c'est elle. La Sherlock allait élaborer un plan parfait pour tuer son mari sans éveiller de soupçons. Alors elle aurait dit que Rob préférait honnêtement être mort plutôt que de divorcer. Elle a dit qu'ils ont discuté et qu'il a commenté que la perdre, ça le tuerait, tu vois? Alors elle a pensé que c'était comme « je vais donc vraiment le tuer ». Dans la tête de cette femme, tuer est devenu, en quelque sorte, par analogie, un geste de miséricorde même. Et la femme qui s'est tournée vers Dieu pour fuir une vie qui, selon elle, selon ce qu'on raconte, était une vie de péché, a fini par utiliser sa propre foi comme justification pour commander la mort de son mari. Mais pour être juste, la défense de Sabrina a présenté une autre version, ce qui est important pour l'affaire. Selon la version de sa défense, Hearn aurait agi seul, poussé par sa propre obsession, et il mentait à la barre des témoins pour sauver sa propre peau. Vous connaissez cette histoire, hein les gars? Quand tout s'effondre, tout se termine, la passion s'en va, les fans disparaissent, tout s'arrête. Après tout, il n'obtiendrait une peine réduite que si l'histoire qu'il racontait là convainquait le parquet. Quelqu'un qui a ce genre d'intérêt, qui a tout intérêt à accuser les autres, ce n'est pas le témoin le plus fiable du monde. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? Les gars, comme je l'ai dit, pour être juste, je dois présenter les 2 points de vue. Sabrina elle-même, ensuite, là, a nié le plan, a nié l'empoisonnement, a nié avoir fourni le plan des lieux et les horaires de travail de son mari. Elle a même dit qu'elle serait la dernière à vouloir la mort de son mari. Parce que, dans la situation où elle était, elle avait déjà le meilleur des 2 mondes. Un mari à la maison et un amant attentionné à côté. À propos des enregistrements, elle a expliqué qu'elle racontait tout à Hearn, parce qu'elle lui faisait confiance et parce qu'il l'avait prévenu des dangers si leur liaison était révélée sur la façon dont la police pense et travaille. Selon sa version, elle ne coordonnait aucun crime dans les conversations enregistrées. Elle suivait seulement les conseils d'un homme en qui elle avait confiance. C'est mignon. Donc le jury devait choisir entre 2 histoires. D'un côté, un tireur qui avoue et dit qu'elle était le cerveau de tout, et de l'autre, une veuve qui affirme qu'elle n'était qu'une victime de plus d'un menteur obsédé. Quel gâchis, hein? Mais une question m'est revenue à l'esprit.
Quand Rob a été retrouvé mort, cette femme, en supposant qu'elle dit la vérité d'après sa déclaration, n'a donc jamais soupçonné l'amant. Après tout, si maintenant elle traite ce type d'obsédé et que son mari a été retrouvé mort, elle n'a jamais eu de soupçon sur lui. Prévenir la police? Surveiller ce type? Franchement, c'est bizarre, au minimum étrange. Et le jury? Non, ils ont aussi cru à sa version. À la fin de 2017, Sabrina a été condamnée sur la plupart des chefs d'accusation. Meurtre au premier degré, complot, incitation au meurtre et complicité. Elle n'a été acquittée que d'une seule accusation. C'était justement ce prétendu plan d'empoisonnement. Pour l'ensemble de tout cela, elle a écopé de la perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans plus 16 mois. En pratique, cela signifie qu'elle peut rester en prison pour le reste de sa vie, ou au moins pendant 25 ans. Quant à Hearn, grâce à l'accord qu'il a conclu là-bas, il a reçu la peine convenue dans l'accord. Environ 25 ans et 4 mois pour l'accusation mineure. L'homme qui a mis le masque a prié devant la porte du lieu du crime et a tiré dans le visage de la victime pour s'assurer qu'il était bien mort. Il a pris une peine là que je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais malgré tout ça, Sabrina a quand même essayé de renverser la situation, d'accord? Elle a fait appel, a demandé un nouveau procès, a affirmé qu'elle avait été mal défendue et que le témoin clé avait menti, mais les tribunaux n'ont pas cédé. En 2022, la Cour d'appel a maintenu la condamnation sur tous les chefs d'accusation. Et regardez ça, hein, les gars! Pensez que si Monsieur Hearn, l'amant, n'avait pas eu une crise de conscience, peut-être que la mort de Rob se serait déroulée comme prévu par les criminels, n'est-ce pas? Une mise en scène de vol suivie de meurtre. Et le plus insolite, c'est que ce n'était pas de la négligence, hein. Ça faisait partie du plan, c'était vraiment intentionnel. L'homme qui avait mis un masque, qui avait prié là-bas, comme je l'ai dit, tout à coup a eu une crise de conscience et a appelé le meilleur ami de Rob, la victime, pour demander pardon. Rob n'avait que 38 ans, il était père de 2 jeunes enfants. Il n'avait aucun ennemi. Et c'était vrai jusqu'à la fin, ok? Ce qu'il avait, c'était une épouse qui, devant les gens, était la veuve la plus fragile du monde, celle qui avait le plus besoin de soutien. Et qui, loin de toute cette scène, avait dessiné pour son amant la carte exacte de l'endroit et du moment où son mari serait seul pour mourir. Mais quelle histoire bizarre, non les gars? Parce que, en gros, la motivation ici, c'est vraiment d'en finir avec ce type, non? Rien n'a été dit, en tout cas, je n'ai pas trouvé s'il y avait un autre avantage qu'il recevrait à cause de ça. Il y en a peut-être un, non? Aux États-Unis, quand ils tuent leur conjoint, il y a toujours une assurance vie, hein. Mais quoi qu'il en soit, en partant du principe que tout ce qu'ils ont dit est vrai, hein, dans le sens où divorcer serait mal vu par la communauté, donc Rob sera retrouvé mort lors d'un vol suivi d'homicide. Et au fond, on a l'impression que le gars s'est vraiment repenti, non? Du fait qu'il ait appelé son ami pour se rendre, pratiquement, non? Incroyable les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, devenez membre si vous le pouvez, ça m'aide beaucoup dans les productions. D'accord? Bisous du roux et au prochain épisode.